Vendredi 14 octobre 2022, la librairie Ombre Blanche accueillait les neuropsychiatres Anne-Marie Merle-Béral et Rémi Puyello pour la présentation de leur ouvrage collectif Écrire avant la nuit, quand la personne âgée écrit sur son enfance, paru aux éditions RS. Bonne écoute. Bien, si vous le voulez bien, on va commencer la soirée. On vous remercie d'être venus. Je crois qu'il faut aussi remercier les éditions RS avec Marie-Françoise qui nous accueille depuis de nombreuses années, tant sur Ampan que dans les différents livres qu'on a édités, Anne-Marie et moi, chez toi. Alors que dire de plus? Remercier Ombre Blanche aussi, qui nous accueille. Et vous dire qu'on va essayer de passer sur un sujet pas très commode. On va essayer de passer une bonne soirée. Alors, je vais vous dire, il y a une phrase qui me vient à propos de ce livre. À propos de ce livre, c'est une phrase qui me vient, c'est que vivre, c'est s'obstiner à achever un souvenir. Et mourir, c'est revenir, mais nulle part vivant. Et je crois que ce qu'on vous propose, c'est pas quelque chose de triste du tout. C'est quelque chose qui est, me semble-t-il, plutôt un livre sur le vivant, et avec une question dont on a découvert l'ampleur récemment avec Anne-Marie Merle-Béral, c'est la question du retour. C'est un livre du retour, c'est-à-dire pas du départ, du retour, bien que dans le retour, il y a toujours le départ. Et le retour, le re, c'est un préfixe qui est essentiel dans la théorie analytique. On trouve dans le refoulement, la représentation, la répétition, etc. Alors ça, c'était mes propos introductifs. Je vais vous dire qui nous sommes. Alors pour certains, on est connus, pour d'autres pas. Anne-Marie Merle-Béral et moi, nous sommes donc un homme et une femme, deux psychanalystes confrontés au vieillissement. L'une plutôt qui a toujours été proche de la psychosomatique, et moi plutôt au niveau des enfants et des adolescents. Tout ça pour vous dire que c'est un mélange avec une passion commune qui est la passion de l'écriture. La passion de l'écriture, nous avons écrit un livre ensemble déjà sur les enfants uniques, qui était notre situation à nous deux, chez RS. Et puis j'ai écrit une préface à La fin du temps qu'avait écrit Anne-Marie sur la fin de son père. Et nous avons écrit dans de nombreux livres. Je crois qu'il y a la passion de l'écriture qui nous réunit, il y a l'amitié de plus de 50 ans. Ouais, plus de 50 ans, le temps passe vite. Et je crois que nous avons une maison commune au niveau de la pensée, qui est la pensée psychanalytique, et en se référant à la Société psychanalytique de Paris et à Toulouse, au groupe toulousain de la SPP. Voilà, pour situer un tout petit peu les deux personnes qui sont retrouvées au moment du confinement. Alors au moment du confinement, si vous voulez, on n'en finit pas de voir en quoi ça a été profondément modifiant pour nous tous. Pendant le confinement, on s'est vus, mais aussi on s'est beaucoup écrit par mail. Et d'un côté, il y avait, vous savez, tous ces morts qui ont été si importants qu'on a complètement oublié, on n'en parle plus. Or, il y a eu des centaines de milliers de morts. Il y avait l'enfermement, il y avait la pandémie, il y avait le repli sur soi. Et à partir de là, Anne-Marie Merle-Béral a écrit un texte qui est devenu un objet de réflexion pour nous deux. Donc c'est ce texte qui est dans le livre et autour duquel nous allons réfléchir ensemble. Parce que ce texte, finalement,
nous confronte à plusieurs questions. La première question, c'est pourquoi des personnes vieillissantes écrivent sur leur enfance, et on voit que dans beaucoup d'auteurs, d'écrivains ont écrit à un certain moment de leur vie sur leur enfance. Deuxième problème, mais pourquoi on publie? C'est-à-dire pourquoi on soumet à l'anonyme des textes relativement intimes? Alors, c'est des questions qui vont se soulever ce soir. Nous, on a eu un souci, me semble-t-il, à partir d'un certain moment, de transmission et d'échange. Et donc, on vous convoque ce soir à échanger avec nous et voir, pour que ce livre reste un livre du vivant. Alors, je vais vous dire comment on va faire. Dans un premier temps, Anne-Marie Merle-Béral va vous expliquer comment ce texte qu'elle a écrit, qui lui est très personnel, comment elle l'a travaillé. Dans un deuxième temps, nous demanderons à Thaïs Serula, qui est comédienne, une jeune comédienne et metteur en scène, de nous lire des extraits du texte d'Anne-Marie, dans quelque chose qui est entre lecture, dire, écrire, lire. Donc les variations qu'il peut y avoir entre ces trois façons d'être. Et puis dans un troisième temps, j'espère que vous réagirez et que grâce à vos questions, nous pourrons progresser dans la discussion et nous pourrons progresser dans les hypothèses un tout petit peu que nous avons formulées par rapport à l'écriture de ce livre. Voilà, donc je cède la parole à Anne-Marie. Merci. Je ne reprendrai pas ce que Rémi vient de décrire sur le confinement que nous avons tous connu. C'est effectivement pendant le confinement et cette ambiance qu'il a redonnée que j'ai éprouvé, moi personnellement, peut-être d'autres, une sorte d'angoisse flottante devant cet enfermement, ces morts, cette peur diffuse du virus, et ne voir personne et méditer. Et c'est là qu'en effet, j'ai eu envie de reprendre ce souvenir d'enfance qui était un souvenir de guerre. Et j'ai trouvé que le point commun avec le confinement, c'était une ambiance de guerre. Alors maintenant, n'en parlons pas, mais à l'époque déjà. Et donc, c'est ce qui m'a incité à revenir sur ces années de mon enfance qui se sont déroulées pendant la guerre, donc entre 39 et 45. Donc, ça porte sur une longue période, mais qui était restée figée dans ma mémoire, et il m'a semblé que c'était le moment peut-être d'y revenir. Alors, il me semble que, après ce qu'a dit Rémi, la question que je me suis posée avant ce soir, c'est trois questions. C'est pourquoi avoir écrit ce livre, comment et pour qui. Alors, je ne commencerai pas par la question pourquoi, parce qu'on la développera plus tard et c'est l'objet de notre réflexion. Je vais commencer par comment. C'est-à-dire, je viens de vous expliquer que ça m'est revenu au moment du confinement et je me suis heurtée. Alors, j'ai eu envie de réécrire ce souvenir et je me suis heurtée tout de suite à des obstacles très précis. Le premier obstacle, c'était comment faire parler cet enfant. Alors, il existe, tout le monde le sait, beaucoup d'autobiographies, d'auteurs qui ont écrit sur leur vie, sur leur enfance, en disant « je », et ça, c'est un récit. Et je me suis sentie incapable de parler de moi à la première personne. C'était impossible aussi parce que j'ai tout de suite senti que je ne pouvais pas utiliser le mode du récit. Puisque ce que j'avais dans la mémoire, c'était des flashs essentiellement sensoriels, surtout visuels, olfactifs aussi, comme des tableautins, je dirais comme des tableautins. Si j'avais su dessiner, j'aurais pu faire une bande dessinée, mais ce n'était pas le cas. Et donc, ça ne se prêtait absolument pas à un récit.
J'ai pensé aussi à des auteurs comme Paul Auster, qui, je crois que c'est dans L'Invention de la solitude, a utilisé la deuxième personne. Hein, c'est-à-dire à utiliser un dédoublement et à parler de lui à lui, en disant tu. Alors ça m'a paru un exercice technique au-delà de mes capacités, donc je n'ai pas voulu. Alors, il me restait la troisième personne. Mais la troisième personne, c'est difficile aussi parce que je ne voulais pas déléguer à cette petite fille qui était en moi un personnage X, Y, Z, enfin, que j'aurais appelé d'un prénom qui n'était pas le mien. Alors, beaucoup d'auteurs l'ont fait en parlant à la troisième personne, ça peut se faire, mais ça ne me convenait pas non plus. Et donc, j'ai décidé de garder la troisième personne et de l'appeler simplement la petite. La petite, on parlait de moi, autour de moi, pendant toute cette période surtout, en disant la petite. Donc ça me convenait bien. J'ai gardé la petite. Ensuite, il s'est passé la question du temps. Alors, la question du temps, c'était, comme dit Maurice Blanchot, un passé effroyablement ancien. Donc, je ne voyais pas comment je pouvais parler à l'imparfait ou au passé composé, parce que ça aurait mortifié, je peux dire, davantage encore le souvenir qu'il était déjà, qui était figé. Et donc, j'ai choisi le présent, en me rappelant un professeur de français que j'avais en 6e qui m'avait toujours dit, pour la rédaction, utilise plutôt le présent, c'est plus vivant. Et j'avais toujours gardé cette injonction, j'écris souvent au présent, et ça convenait très bien pour réanimer en quelque sorte ces tableautins dont j'ai parlé. Bon, ensuite, il a fallu donc écrire, et comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas pu utiliser le mode de récit, c'est-à-dire que je me suis aperçue que je ne pouvais pas élaborer ce souvenir, qu'il n'avait pas de linéarité. Je ne pouvais pas le raconter, c'était irracontable. Alors, j'ai fait, comme j'ai pu, d'écrire la description, donc, ces tableautins, les uns après les autres, dans une chronologie certainement fausse, parce que j'étais très petite au départ. Et donc, je pense que j'ai beaucoup embrouillé la chronologie, les lieux également, mais ça fait rien, c'est venu comme ça. Et je me suis rendu compte après, dans les recherches, que ça rejoignait ce que les auteurs du début du XXe siècle appelaient des fragments. Mais je ne suis pas assez littéraire pour dire que j'ai fait de l'écriture fragmentaire, c'est sûrement pas ça. Mais la proximité avec le fragment, c'est la définition qu'en donne René-Louis Desforêts, que j'ai découvert à cette occasion, dans ce merveilleux récit qui s'appelle Ostinato, et où il parle d'éclat de mémoire, et très sensoriel aussi, en parlant de son enfance. Et là, je me suis retrouvée, mais après coup. Et donc, qu'à un cas, j'ai réécrit mes tableautins. Et puis, je me suis demandé pourquoi. C'est la deuxième question. Pourquoi je fais ça? Alors, j'avais déjà utilisé ces souvenirs à usage familial. Je me disais, bon, mais, j'en ai parlé à Rémi pour essayer de donner un sens, finalement. C'est-à-dire, pourquoi j'écrivais? Est-ce que c'était à jeter ou à rester purement familial? C'est la question qu'a posée Rémi. C'est-à-dire, est-ce que ça pouvait présenter un intérêt plus général?
Et alors là, Rémi m'a beaucoup aidée, je t'en remercie publiquement, très chaleureusement, parce que tu as permis de transformer ce récit qui m'embarrassait au fond en objet de réflexion psychanalytique. Alors à partir de là, ça a donné un sens, dans tous les sens du mot sens, une direction aussi à ce texte. Et on s'est mis à travailler, à réfléchir ensemble et, et à se demander pourquoi on l'utiliserait. Alors, c'est un texte qui fait découvrir, en tout cas moi beaucoup, toi aussi je crois, beaucoup d'idées majeures. L'une est la notion de temps. Le temps, c'est-à-dire en effet quelqu'un d'âgé qui va partir, j'écris dans le livre, à rebrousse-temps à la recherche de son enfance, le fameux entonnoir, et qui finalement ne va pas beaucoup progresser. Alors on pourrait dire, est-ce qu'il y a un effet cathartique? Je réponds non, on n'est pas du tout chez Charcot, et ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais par contre, la réflexion sur le temps, sur l'attente, sur la passivité, je crois les trois grands thèmes, et ça rejoint la mort, hein, bien sûr, hein, parce qu'elle est proche, nous ont paru se dégager de la recherche de ce souvenir. Alors le temps, j'ai dit tout à l'heure que je m'étais embrouillée dans le temps, c'est sûr, mais permet de repenser à la notion, au concept de temps, qui est la chose la plus difficile au monde. Je ne suis pas philosophe non plus, mais ce que j'en ai tiré, c'est que le temps présent n'existe pas. Hein. Alors là, je me réfère à nouveau à Maurice Blanchot, que j'ai beaucoup lu ou relu ces temps-ci à ce sujet. Et on disait récemment avec Rémi, je ne l'ai pas lu, hein, mais ce livre magnifique qu'il a écrit qui s'appelle Je suis mort, qui est une impossibilité par définition, puisque si on est mort, on ne peut pas dire qu'on est mort, et si on n'est pas mort, on ne peut pas dire non plus qu'on est mort. Donc c'est dans cette expression que nous a paru vivre cette impossibilité de saisir le temps, et qui fait dire à Blanchot et à d'autres, hein, que le temps finalement n'existe pas, ou qu'il est soit passé, soit futur, mais toujours insaisissable. Alors, oui, ça c'est l'idée de la mort, bien sûr, mais l'idée aussi de l'attente. Effectivement, pendant toute cette période de guerre, comme pendant le confinement, mais c'était moins long, moins grave, c'était une attente. Une attente. Je vais beaucoup me référer à Blanchot ce soir. Effectivement, une attente. Une attente. Il a écrit l'attente, l'oubli. L'attente, on n'attend rien. Ça fait référence à d'autres œuvres, mais je ne veux pas trop en citer. C'est-à-dire l'attente pour rien, l'attente d'un événement qui ne vient jamais, l'attente de l'objet primaire qui est absent, c'est-à-dire le temps qui se déroule sans bouger, parce que dans le souvenir, je n'habite pas les événements, je ne fais que les observer, je suis toujours à l'extérieur, je ne suis pas dedans, mais j'attends et j'observe. Et donc, c'est vraiment l'attente sans attente, l'attente, et donc une extrême passivité, c'est-à-dire tout est acceptable dans l'attente, non seulement acceptable, mais doit être accepté, sans réaction, sans action, sans... Et le même auteur en parle aussi beaucoup, et intimement lié à
cette notion d'attente. Je crois que pour attendre, il faut être extrêmement passif. Et je crois que nos positions de psychanalystes en ont bénéficié, en tout cas pour moi, c'est-à-dire d'être capable indéfiniment d'attendre, de recevoir et d'être dans une capacité de passivité. Et enfin, le troisième point, je disais comment, pourquoi. Le troisième point, c'est pour qui. Avant, peut-être, oui. Il faudrait que tu parles du négatif. Oui, j'allais le faire. Ah bon. J'allais le faire, peut-être que je l'aurais oublié, puisque l'attente, c'est l'oubli. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour qui, justement, pose la question du négatif, comme l'a dit André Green, c'est le lecteur anonyme. On ne sait pas à qui on va livrer un écrit, on ne connaît pas. C'est le lecteur anonyme sur lequel on peut projeter toutes sortes d'imagos. Et en tout cas, c'est en négatif. Et là aussi, tu as bien fait de me le dire parce que je l'avais oublié, c'est de revenir sur la question des photos, de la photo. Et alors là, je vais citer Roland Barthes. Je disais que ces tableautins étaient comme des dessins, des bandes dessinées. C'est aussi comme des photos. Et là, je me suis replongée dans Barthes, dans La Chambre claire, pour reprendre ces réflexions sur la photographie qui expliquent pourquoi certaines personnes ne les aiment pas. J'en fais partie. C'est-à-dire la photo est la chose la plus triste du monde parce que elle fige le temps à une quart de seconde et elle est déjà passée. Dans son essai sur la photographie, Barthes disait, certains le connaissent beaucoup mieux que moi dans cette salle, il disait, il montrait la photographie, bon, il y a la photographie du jardin d'hiver avec sa mère, sa petite fille, en petite fille, il reconnaît sa mère, et puis il y a l'empereur du Japon et sa femme en tenue d'apparat, et il dit, ils vont mourir mais ils ne le savent pas. Mais nous regardons la photo, nous le savons. Et donc, il me semble que cette notion de photo et de négatif, c'est-à-dire qui rejoint l'absence de l'attente, est fondamentale dans la recherche du souvenir de la personne âgée qui entreprend ce voyage difficile. C'est-à-dire que c'est effroyablement passé et on ne l'a pas vu passer, on ne l'a pas vécu. Et donc, c'est comme des photographies. Je crois que c'est tout. Oui. J'ai oublié autre chose. Il n'y a jamais de fin. Hein? Voilà. Ni de début. Ni de début. C'est un tout petit peu comme ça qu'on travaille aussi. Hein, c'est-à-dire qu'on parle toujours et il n'y a jamais de début et jamais de fin. Hein. Je crois que peut-être maintenant, une fois que tu as bien situé un tout petit peu ce texte qui est devenu un objet de réflexion, on peut peut-être demander à quelqu'un qui n'a pas notre âge de lire des extraits de ce texte dont pour la majeure partie des auditeurs, vous n'avez pas encore lu. Donc, vous allez l'entendre. Et on verra aussi un tout petit peu ce jeu qu'il peut y avoir toujours entre parole, dire, écriture et lecture, qui est quelque chose aussi d'extrêmement compliqué. Bonsoir. Le temps des matinées. Parce qu'à 6 ans, la petite le sait, elle a déjà un passé. Tout est une question de temps, dans la grammaire et aussi dans la réalité. Mais c'est plus facile dans la grammaire. Le présent surtout, le passé et le futur. Par exemple, la communion, c'est aujourd'hui, quand la photo a été prise. Mais quand elle la regarde, cette photo, elle est là déjà avant,
et aussi tout le reste qui remonte à sa 3e année. Ça, c'est le passé. Elle se souvient de toutes ces années au plus loin qu'il est possible. Elle ne peut rien oublier, tout est marqué en elle jusqu'au moindre détail. Il y a ce que la petite voit, ce qu'elle entend, et puis ce qu'elle sent et ce qu'elle essaie de comprendre. Elle a compris que la France, son pays, est en guerre depuis 1939, qu'elle est née en 1937 et que la France où elle vit est occupée par les Allemands. Les Allemands lui font très peur. Elle a entendu dire qu'ils sont très méchants. Elle voit toujours l'air triste et préoccupé de sa mère. Elle dit qu'on ne sait pas quand papa reviendra. Papa est parti à la guerre comme les autres papas. C'est vrai que depuis qu'il n'est plus dans la maison, tout est silencieux. Sa grand-mère venue de la campagne est assise toute la journée, l'œil vide, et brosse sa jupe. Sa mère dit que les guerres se déclarent toujours en septembre. La petite est donc terrifiée lorsqu'à la fin de l'été, à l'approche de son anniversaire, le 10 septembre, elle voit le visage de maman s'assombrir à la moindre mauvaise nouvelle. Signe de guerre. La petite a pris l'habitude de calmer sa peur toute seule par des fantaisies comme compter les raies des trottoirs ou les sauter d'une certaine façon. Elle a un peu honte car il lui semble que ce n'est pas normal, mais elle est obligée de le faire, sinon il peut y avoir la guerre par sa faute. Elle n'ose pas en parler. La guerre est déclarée le 3 septembre 1939 selon les prédictions de maman. Il a toujours semblé à la petite qu'elle était une sorcière. Elle a 2 ans. Sa mère continue de travailler et sa grand-mère est repartie. La voisine de palier la garde souvent. Elle est gentille, silencieuse aussi, un peu vieille, un peu austère ou triste. Elle s'appelle Mademoiselle Beaumont. Un jour, elle n'est plus là et on met la petite à l'école maternelle. Plus jamais elle ne va chez Mademoiselle Beaumont, plus jamais elle ne la rencontre dans l'escalier ou devant la porte. On dit autour d'elle, elle a été arrêtée. Et elle ne comprend pas ce que cela veut dire. C'est un mot ordinaire, arrêter. Est-ce qu'on a obligé Mademoiselle Beaumont d'arrêter de marcher ? Après, c'est le silence. Mademoiselle Beaumont a disparu. Elle demande à sa mère où est partie la voisine, si elle va revenir. Sa mère répond qu'elle a eu des ennuis parce qu'elle était juive, des histoires politiques. Cette disparition reste pour elle très mystérieuse. Sur les ennuis, on ne lui dit rien de plus. La petite est toute triste et ne comprend pas. Pourquoi sa mère n'était-elle pas plus inquiète de son départ soudain, de sa disparition enfin ? Papa est revenu. La petite a 3 ans. Avec le retour de papa apparaît le poste. Un engin en bois et bakélite, avec des boutons comme 2 yeux et les boutons de son beau manteau. Le haut-parleur central en tissu ressemble à une grande bouche. Chaque soir, tous écoutent, l'oreille collée contre le tissu du poste qui émet ces bruits étranges et des petites histoires mystérieuses. Pom Pom Pom, ici Radio Londres, provoque ce rassemblement familial comme une messe. Elle croit qu'il s'agit d'un secret entre eux, un peu effrayant, qu'ils sont seuls à savoir. Elle entend des messages bizarres. Les hirondelles sont arrivées. Les tournesols vont fleurir la semaine prochaine. Attention à l'orage demain. Son père exige le silence et secoue la tête sans rien dire. Il recommande de ne pas en parler et met le son très bas. Elle entend dire qu'il a trouvé du travail. Elle ne sait pas trop lequel. Il en parle peu. Pourtant, elle a l'impression que quelque chose ne s'accorde pas entre Radio Londres en cachette le soir, abat-jour baissé, en silence, et l'assemblée de petites filles qui chantent très fort « C'est le mois de Marie » en jetant des pétales de rose. Finalement, elle ne comprend rien. Que faut-il dire et ne pas dire ? Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est mal ? La guerre est-elle finie puisque papa est revenu ? Les avions et les alertes à la cave, finis aussi ? Radio Londres, mystérieuse, Maréchal nous voilà, obligé, et le mois de Marie ? Mais la disparition de Mademoiselle Beaumont dans tout ça, et les chuchotements, le travail de son père dont on ne parle pas, pas d'amis. Elle ressent tout le temps une impression de danger. On ne peut faire confiance à personne, dit maman.
Il arrive enfin quelque chose. Son père décide de lui faire apprendre le piano. Elle aime tout de suite. Quelle joie! Elle doit apprendre le solfège, difficile, mais elle comprend qu'il faut bien lire les notes, comme autrefois les mots, pour arriver à un résultat. Donc elle s'applique. Les leçons sont une parenthèse merveilleuse dans sa petite vie monotone. Elle étudie ses gammes sur le vieux piano du couvent. La musique lui fait du bien. Elle se sent vivante quand elle écoute les autres jouer de grands morceaux si beaux. Elle essaie des petites mélodies toute seule. Elle se sent exister en jouant au clair de la lune et la lettre à Élise. La musique est si jolie sous ses petits doigts. Elle l'entend comme si elle voyait des images joyeuses. Sa vie reprend des couleurs. Son professeur, un monsieur très gentil, est tellement content de ses progrès qu'il l'invite à ouvrir le concert de fin d'année du petit conservatoire avec lui. Elle a 5 ans. Ils joueront Frère Jacques à 4 mains sur la scène du théâtre municipal. Pour cet événement, sa mère a fait coudre une magnifique robe en organdier rose adorable, avec des manches bouffantes et un petit col. Ses cheveux sont tressés, relevés, retenus par 2 nœuds papillons blancs comme sur la photo. Le morceau à 4 mains est réussi, malgré une petite peur d'être seule devant un grand trou noir. Et si elle se trompait? Et si elle oubliait? Mais non. Elle joue bien avec le rythme du professeur. Elle est ravie et très fière d'être applaudie. La vie est belle. Elle a oublié les Allemands. Les soirs de juin, les martinets arrivent en vol groupé, à grande vitesse, traçant des vagues noires au-dessus des toits d'ardoise de la ville, dont les petites maisons grises en pierre sont serrées les unes contre les autres comme pour se réchauffer, en poussant des cris aigus. Ils se déplacent d'un point à l'autre de l'horizon de la fenêtre, tels des petits avions de chasse agressifs. Ils piquent vers le sol, puis remontent à grande allure vers le ciel. Ils débarquent chaque soir à la même heure, avant le crépuscule, quand le soleil commence à baisser. La petite guette ce rendez-vous avec appréhension, car leurs cris vrillent ses oreilles et lui font un peu peur, comme s'ils allaient attaquer. Elle les sent méchants, comme les Allemands, mais elle ne peut pas s'empêcher d'aller à la fenêtre chaque soir pour ne pas les manquer. Elle regardait de la même façon les soldats à la fontaine. Les martinets survolent un grand bâtiment en face de chez tante Madeleine qu'on appelle Pouponnière. On dit qu'il sert à accueillir les bébés abandonnés. Il lui semble souvent les entendre crier aussi, et leur bruit strident se mêle au piaillement des martinets. Elle ne sait pas pourquoi elle pleure, là, à cet instant. Sinon qu'elle est envahie jusqu'au fond du ventre d'une douleur profonde qui lui vient aussi du cœur, s'installe comme un malheur complet qui habite en elle. Peut-être qu'elle ne pourra plus vivre. Le désespoir. Elle sanglote en se cachant et elle continue à vivre les jours tels qu'ils sont, comme si de rien n'était. Elle croit tout pouvoir porter, l'ennui, la solitude, l'absence d'autres enfants, les bleus dans le dos, c'est comme ça. Mais les martinets, non pas les cris des martinets. Ils font trop mal où ça fait mal. Les cris des bébés abandonnés mêlés à ceux des martinets vrillent le cœur, ils le percent et ils se vident de larmes tant retenues. Au bout de quelques jours, l'invasion des martinets finit, ils disparaissent, comme ils sont venus, et le ciel semble léger et gentil. Une journée entière vide et une heure de douleur avec les martinets. La grande distraction du village est de tuer le veau chaque semaine. Tante Augustine sait aussi faire ça. Comme un homme, elle est courageuse et forte, rien ne lui fait peur. C'est son gagne-pain essentiel. Elle achète le veau au fermier, le tue elle-même, puis le débite et le vend. Un dur travail d'homme qu'elle est seule à faire. Elle est respectée pour cela. Le veau est ici, pendant la guerre, un animal sacré, au-dessus des autres. La petite l'a compris. Il n'y en a qu'un par semaine pour tante Augustine. Sa mort le lundi est aussi important que la messe du dimanche. L'événement a lieu dans un petit hangar au centre du village. Des hommes
amène le veau attaché avec des cordes. Il est en général blanc et marron. Il a l'air effrayé, comme s'il entrevoyait ce qui l'attend. Il a de gros yeux exorbités qui font de la peine, mais on ne peut rien faire. Elle le regarde avec respect. Les hommes aident tante Augustine à attacher la pauvre bête qui beugle sur une espèce de table en bois. On ligote ses pattes arrière, puis ses pattes avant. Il crie et se démène, il fait pipi et caca. Les hommes se retirent vers l'arrière. Tante Augustine va le sacrifier. Ce moment est chaque fois terrible et beau. Cérémonieusement, elle arrive avec un grand couteau de boucher et le lui enfonce fermement dans le cou. Cela semble très facile, il suffit d'avoir la main solide et de ne pas avoir peur. Son visage est impassible. Le veau est égorgé en un tour de main. Après, il cesse petit à petit de s'agiter, il crie plus faiblement, il tourne de l'œil. Il y a énormément de sang partout qui ruisselle sur le sol en terre battue. Plus tard, il faudra l'éponger avec de la sueur. La petite a parfois la tête qui tourne un peu à cause de cette odeur âcre qui sent la mort. Elle reste debout à côté. Elle assiste à la mort du veau, sans montrer d'émotion, car elle croit que son devoir est de pouvoir regarder ça sans broncher comme les autres, alors qu'elle est intérieurement horrifiée, presque évanouie. Curieusement, elle est en même temps sensible à une sorte de beauté sauvage et forte, à son côté presque religieux, un sacrifice obligatoire. Elle admire la force de sa tante, seule, pour affronter cette dureté nécessaire. C'est ça la vie. Parce qu'après on va manger le veau et vendre ses morceaux tendres et roses pour gagner un peu d'argent. C'est la guerre ici, à la campagne aussi. En fait, lorsqu'ils sont arrivés à Paris, elle imaginait un moment merveilleux qui n'aura pas lieu, sauf la sortie du métro. C'était l'été 1944. Là, sa mémoire se brouille un peu. Qu'est-il arrivé de bien ? Son père est sans travail, ils habitent chez une comtesse, donc ils ne sont pas chez eux. Laurent était un gentil cousin, mais il est mort tout de suite. Et elle a attrapé les oreillons qui lui ont fait peur. Tout se perd dans un flou gris. Elle attend. Ainsi, la petite ne peut pas raconter l'explosion de joie collective liée à la libération de Paris, car elle n'y était pas, on le lui a raconté. Elle l'a raté. Ils ont échoué à Levallois-Perret, banlieue triste et sombre, où ne sont pas parvenus les clameurs de joie de la foule agitant les milliers de petits drapeaux français lorsque le général Leclerc a descendu les Champs-Élysées avec ses chars. Cela, elle l'a lu dans les journaux et entendu à la radio. Heureusement. Pour la vie quotidienne, les rationnements durent. Elle fait la queue à la boulangerie avec un ticket pour avoir un morceau de pain. La vie quotidienne est morose. Elle va à l'école du quartier, toujours étrangère à elle-même et aux autres, pas mieux reçue qu'à Sainte-Thérèse. Ce doit être de sa faute. Elle ne sourit pas et ne joue pas à la récréation. Elle a peur des autres enfants. Mais les Allemands sont partis. Elle a compris que les gentils Américains sont à Paris. Elle voudrait bien en voir un. Son seul souvenir de cette période exceptionnelle est finalement la sortie de la bouche de métro à la nuit tombée le premier soir. Son père et sa mère l'encadrent et elle est portée par le nouveau bonheur familial qui arrive vers elle. Elle est fière d'avoir un papa et une maman qui lui donnent la main. Le métro, elle le découvre. Son souvenir à elle de la libération, le seul, c'est l'escalier vers la sortie. Elle revoit un large ciel étoilé, la nuit de Paris. C'est magnifique parce que c'est le ciel de Paris, plus grand que les autres, forcément. Elle tient à peine debout et elle meurt de sommeil. Tout ira mieux plus tard. Quelques jours plus tard, elle retourne dans le métro avec sa mère. Elle descend à la station Madeleine. Elle se rappelle intensément celui qui reste un héros dans sa mémoire. C'est un grand soldat américain, blond aux yeux bleus, qui lui sourit et l'attrape dans ses bras. Sa mère a l'air effrayée, comme s'il allait l'enlever. Il l'embrasse, lui parle dans une langue inconnue. Il a l'air très gentil, elle n'a pas peur. Puis il la pose sur le quai, sort de sa poche du chocolat, des chewing-gums, et il les lui donne en riant. Et il tire encore de sa poche une photo. Un trio.
comme la photo avec le manteau à 4 boutons. Là, elle reconnaît le soldat, lui le papa, une jolie jeune femme, la maman, et une petite fille de son âge, comme elle, sauf qu'elle est blonde, aux yeux bleus. Le soldat prend la petite à nouveau dans ses bras et la fait sauter en l'air. 2 photos semblables se retrouvent. Elle ne les oubliera jamais. Le trio français au début de la guerre, le trio américain 5 ans après, sur une photo à la station Madeleine. 2 trios étrangers et semblables réunis en photo à travers l'océan. 2 trios alliés, citoyens ordinaires qui ont gagné la guerre. La petite a 7 ans. Et le soldat américain pleure de joie en la serrant dans ses bras. Alors, ces extraits, ils sont pas tout à fait à Anne-Marie maintenant. C'est quelqu'un d'autre qui les traduit et qui les lit. Et certainement, vous avez dû vivre avec cette petite, aussi chacun de vous, avec vos propres souvenirs, pas forcément des souvenirs de guerre, mais en tout cas avec des souvenirs. Et je pense que c'est ça qui nous a paru important, c'est-à-dire que à la fois on parle d'Anne-Marie, mais on ne parle plus d'Anne-Marie. On parle aussi de l'enfant qui a au fond de nous, avec ses blessures, mais aussi ses joies, qui ne sont pas forcément les mêmes que celles d'Anne-Marie ou que la lecture de Thaïs nous a proposé. Alors peut-être, on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant, et peut-être vous pouvez peut-être réagir à tout ce qu'on a dit tous les trois depuis 8h30 du soir. C'est-à-dire, ça fait déjà beaucoup de temps. Avec les questions qu'on s'est posées, qu'on vous a posées tout à l'heure, de savoir, c'est-à-dire pourquoi des personnes vieillissantes se mettent à écrire, pas toutes bien sûr, et pourquoi elles publient. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là qui est un peu mystérieux, mais où on peut peut-être faire des hypothèses. En tout cas, on en a fait. Mais en attendant, peut-être ça serait important que vous puissiez réagir très simplement, comme on l'a fait, puisque on vous propose quand même quelque chose qui est très fort. Oui, ma question porte sur la dimension littéraire du texte. En fait, est-ce que finalement le choix de la littérature, on peut dire, n'est pas le choix de la liberté, en particulier la liberté des mots, puisqu'un praticien est toujours un praticien dans son époque et dans son temps. Les travaux des praticiens finissent tôt ou tard par vieillir, même si ils ont une longévité quelquefois importante. La littérature a une dimension intemporelle. Est-ce que finalement la liberté totale dans les mots, on le voit dans les récits, ne permet pas aussi d'accéder au réel, et plus on a de mots, plus on a la possibilité d'accéder à ce réel. Oui, c'est-à-dire au vivant. Justement, on peut remercier Thaïs d'avoir fait vivre cette petite qui était figée. Pour lancer la discussion peut-être théorique, je n'ai pas pensé tout à l'heure à dire que quand on a commencé à y réfléchir, Rémi a parlé de pont verbal, donc on rejoint les mots, entre l'enfance passée et le grand âge. C'est-à-dire que, en fait, cette recherche du vieux consiste à rétablir une continuité par ce pont verbal du récit, de la tentative de l'écrire ou de le décrire, puisque c'est plutôt ce que j'ai fait, et répare ainsi ces blessures narcissiques, puisqu'il s'agit de ça. Et donc rétablit une linéarité et donne un sens a posteriori à sa vie, grâce aux mots. Oui.
on peut évoquer par exemple les souvenirs écrans. On peut penser que cette écriture, qui est une écriture trafiquée, elle vous l'a dit, c'est-à-dire une écriture qui est secondarisée et qui est avec une dimension esthétique. La dimension esthétique, c'est aussi peut-être une façon de contourner la douleur. La douleur qui, dans l'esthétique, peut se traduire sans faire pleurer les foules. Mais les souvenirs écrans, c'est quand même à un certain moment de sa vie, si vous voulez, à l'âge de la latence le plus souvent, où l'enfant va commencer à se souvenir, et à construire des souvenirs, soit des souvenirs vrais, soit des souvenirs qu'il a entendus et qu'il s'approprie, soit des souvenirs, mais un souvenir c'est quoi? Un souvenir c'est une amnésie organisée finalement. C'est pas la vérité, c'est une fiction. Alors le souvenir écran c'est quoi? Le souvenir écran c'est une façon d'avoir un souvenir d'enfance et le plus souvent c'est visuel. C'est visuel et en même temps, si vous voulez, on réfléchissez à vos souvenirs d'enfance, vous verrez, c'est des souvenirs où on se voit, comme si on pouvait se voir. Or, on emprunte le regard, le plus souvent maternel, pour pouvoir se voir. C'est ça un souvenir écran. Souvenir écran qui est le plus souvent qui nous permet de constituer une mémoire du passé, et qui est très variable suivant les âges, puisque une mémoire vivante, c'est une mémoire qui se construit. À chaque âge, on a besoin d'une mémoire qui n'est pas forcément celle de l'âge d'avant, mais une mémoire vivante qui nous permet de vivre le présent en bonne intelligence plus ou moins avec le passé pour permettre un avenir. Mais je dirais cette mémoire, c'est l'enfant qu'on a au fond de nous, un enfant qu'on a construit. C'est une construction. Construction, mais vous savez, la construction, c'est l'ami d'enfance, c'est le double. Je pense par exemple à Jules Renard. Jules Renard, lui, poil de carotte, ça a été toute sa vie. Il termine ses 800 pages du journal de Jules Renard sur une phrase où il pisse au lit et il dit « Je suis poil de carotte ». C'est-à-dire que ça a été un tuteur de vie. Et je pense que l'enfant qui est en nous, qu'on a construit progressivement, est un tuteur de vie. Un tuteur de vie. Et pour Anne-Marie, cette petite, c'est un tuteur de vie. Alors le problème de ces tuteurs de vie, c'est que ça vient de très loin. C'est-à-dire qu'avant qu'on a l'âge de la latence et qu'on se construit un enfant de la latence, il y a, je dirais, ce qui est avant tout, c'est-à-dire notre marque de fabrique, c'est-à-dire le nombril, une marque corporelle. Avec Freud et Lacan qui ont parlé de l'ombilic du rêve, c'est-à-dire ce moment de l'évanouissement de soi, mais qui est un marquage du fait qu'on dépend de l'autre et qu'on dépend bien entendu de la mère. Et que la double coupure de la séparation de la mère quand on grandit et du père qui nous sépare aussi dans une deuxième coupure de la mère, nous permet à la fois d'organiser notre solitude, mais aussi pour pouvoir survivre, il nous faut à tout ça créer un petit enfant qui va nous suivre la vie durant. Et je crois qu'au moment de l'adolescence, je vous raconte un peu ça comme un rêve ou comme un conte. C'est certainement, et c'est sûrement plus compliqué que je ne le dis. Mais arrivé à l'adolescence, si vous voulez, tout d'un coup, l'adolescent n'en veut plus de cet enfant avec lequel il vit. Les parents sont obligés de faire un deuil narcissique de l'enfant qu'ils ont élevé, puisque cet enfant est devenu un adolescent, et l'adolescent ne veut plus de cet enfant. Donc il faut que cet enfant qu'il a construit s'endorme ou qu'il soit tué, que l'adolescent puisse le tuer, pour pouvoir vivre sa vie d'adolescent avec une certaine omnipotence et avec des objets idéaux et une idéalisation. Et dans les crises de la vie, et surtout au moment du vieillissement,
ce petit enfant endormi, il revient. Il revient parce qu'il est en danger. Il est en danger d'être perdu. Et donc je pense qu'un travail psychique que nous avons à faire tous, plus ou moins, sans généraliser, et le travail que, me semble-t-il, a fait Anne-Marie, et que moi j'ai fait dans d'autres conditions, c'est de finalement restaurer cet enfant perdu, cet enfant en risque de perte, pour qu'on puisse faire un raccord de vie pour pouvoir continuer à vivre, je dirais, et à continuer à penser, puisque l'important c'est d'être vivant jusqu'à sa mort, c'est-à-dire d'avoir une capacité de penser. Alors l'autre question qui se pose et que pose Anne-Marie, c'est ces souvenirs qui sont des fois figés. Et Anne-Marie a posé ces questions de souvenirs qui sont figés. Elle a précisé tout à l'heure, on ne peut pas les travailler. C'est pas parce qu'on va les écrire que pour autant c'est cathartique et ça va nous guérir. D'ailleurs, guérir de quoi, hein? Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Où va-t-on les loger pour qu'ils soient supportables et pour qu'ils puissent nous accompagner pendant la vie? Alors, je crois que l'hypothèse qu'on a faite, c'est que la publication, par exemple, ou la lecture, fait qu'on met à distance quelque chose qui est nous, mais qui n'est plus nous, puisqu'on le confronte à l'anonyme. Et à la fois, on recherche dans l'anonyme, c'est-à-dire vous, les lecteurs, on recherche quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire, mais est-ce que c'est croyable ce qui m'est arrivé? Est-ce que c'est vrai? Et on a besoin de votre accord, parce que c'est vous qui allez décider que ces souvenirs figés sont vrais. Et on est en attente de ça. C'est-à-dire non pas pour se les approprier, mais pour pouvoir penser avec vous qui sont vraiment vrais. Sachant qu'ils ne sont ni élaborables, ni transformables, que ce n'est pas croyable, mais que pourtant c'est là. Donc le problème, c'est comment on peut vivre avec des parties étrangères en nous, en bonne intelligence. Et à chaque âge de la vie, eh bien, ce sont des choses qui se posent à nous. Et je pense que la personne âgée, le vieux, on aime beaucoup avec Anne-Marie parler des vieux, parce que les vieux, si vous voulez, je trouve qu'on a besoin, quand on est âgé, à s'approprier des mots que les jeunes s'emploient de façon péjorative. Les vieux, vous avez par exemple des textes littéraires magnifiques sur les vieux, qui sont par exemple Alphonse Daudet, Jacques Brel, chanson, Mon vieux, Guichard, etc. Donc je crois que... mais là je change de sujet. J'essaye de... Ouais, tu veux... Oui, je voudrais au passage revenir sur ce que tu as dit sur le souvenir écran, sur le fait que bien entendu il n'y a aucune vérité historique dans ce genre de récit, que je ne sais plus qui a parlé des manigances de l'inconscient. J'aime beaucoup ce terme, qui font que tout est transformé et qu'au bout du compte, on obtient ce que tu as décrit, c'est-à-dire l'enfant de papier. Et à propos des transformations qui ne sont pas de la mauvaise foi, mais qui pourraient l'être, je voudrais rappeler ce souvenir, je le raconte toujours, ce souvenir de Boris Cyrulnik. Il en a raconté beaucoup. Et dernièrement, il était repassé en entretien avec François Bunel. Il est revenu sur ce souvenir que j'aime beaucoup. Vous connaissez peut-être. Il raconte comment ses parents avaient été déportés et il avait 6 ans et il avait été dans une famille d'accueil très gentille avec lui. Et un jour, on frappe à la porte et les Allemands viennent l'arrêter. Il a 6 ans. Et ils ont un camion avec des corps entassés. Et la dame qui le recueillait lui dit « Vas-y, dépêche-toi, vas-y, mets-toi sous un corps comme ça et on ne te verra pas. » Alors il le fait et il raconte que dans son souvenir,
il descendait, il dévalait en courant un immense escalier qui lui faisait penser au film de Cuirassé Potemkin, comme l'escalier d'Odessa où le landau tombe. Et donc, c'était ça qu'il avait dû courir dans un très grand escalier. Entre parenthèses, son inconscient a manigancé le fait qu'il a parlé d'Odessa alors qu'il venait de dire qu'il était d'origine ukrainienne. Alors, j'ai beaucoup aimé ça. Bon. Et donc, il disait qu'un jour, étant adulte, il a voulu aller voir cet escalier. Alors, il est revenu dans cette maison, il a regardé et il a vu 3 marches. Je vous remercie de la finesse et de la subtilité de tout ce que vous nous évoquez. Et j'ai tourné sans réussir vraiment à faire coller les choses autour du distique bien connu « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Alors, je suis très touché par cette figuration de la personne âgée qui interroge l'enfant au fond de lui, pourquoi au fond l'enfant qui est là, pour essayer, tu as dit Rémi au début, s'obstiner à retrouver un souvenir. Je ne sais pas si ce n'est pas aussi essayer de résoudre une énigme. Parce que je crois que toutes ces questions autour desquelles nous tournons ont aussi à voir avec la question de l'insondable de l'être. Je ne suis pas tellement étonné qu'on soit parti sur les faits de guerre, maintenant sur la Shoah. Et je crois que j'ai beaucoup de compassion pour les 2 protagonistes, et la personne âgée et l'enfant qui, dans ce dialogue muet, si c'est la photo, ou à travers le souvenir, éventuellement livré au lecteur anonyme, s'interroge sur cette part, donc je me répète, insondable de l'être. Oui, moi j'aurais voulu vous proposer 2 remarques. Quand je vous écoute, me vient finalement 2 mots, fragment et continuité. Quand tu as pris la parole, Anne-Marie, tu as parlé de cette posture qui a été nécessaire d'écrire où tu te regardais, petite fille, comme un objet. Et je me suis surprise lors de la lecture à me penser que la mise en mots, certes, mais surtout la voix orale, rétablissait une forme de continuité et de vivant dans le discours. Et en continuant à me laisser aller à mes petites métaphores, finalement, je me disais, mais dans ce travail de mise en continuité du parcours de vie, c'est comme finalement quand on est devant les nymphéas de Monet, le nez devant tous ces fragments d'impressionnisme, et on recule. Tu parlais de l'entonnoir finalement dans lequel on re-regarde nos souvenirs d'enfants, et comme si au fur et à mesure de ce recul, il y avait quelque chose d'une réorganisation du travail psychique qui faisait sens. Et je me demandais comment vous pouviez... Parce que vous parlez beaucoup finalement de la personne, du vieux qui se re-regarde enfant, comme si finalement il n'y avait pas, au fur et à mesure de notre parcours de vie, après tout on ne sait pas comment chacun on fonctionne dans cet enfant qu'on a été, on peut se dire que certains d'entre nous ont en permanence cette image de l'enfant qu'ils ont été, que d'autres... parce qu'effectivement, il y a des travails du trauma, des souvenirs écrans qui font qu'il y a des formes de rupture, et qu'il y a aussi, pourquoi pas, des personnes âgées qui, là, font ce travail de revenir vers l'enfant qu'ils ont été. Donc finalement, la question que j'avais envie de vous poser, c'est pourquoi faut-il presque figer ce retour de la personne âgée sur l'enfant qu'il a été, et en quoi est-ce que c'est une posture qui serait systématiquement figée? Peut-être que certains se construisent avec une forme de continuité, en prenant l'image comme ça des nymphéas, on est devant et puis on se recule, et il y a ce continuum. Du côté du vivant, pour ramener la question sur la façon dont M. Puyello a amené la discussion, sur le vivant finalement, pour ramener les choses de ce côté-là.
Oui, je ne sais pas si j'ai bien compris ta question. Tu veux dire que certains vieux ne font pas ce travail psychique. Mais oui, que c'est pas obligé. C'est pas obligé. Ben, ça me fait venir une idée que récemment, une amie vieille que j'avais au téléphone, qui est très malade, m'a annoncé qu'elle partait toute seule en voiture au nord de la Bretagne, retrouver le village d'origine de son père. Ça, c'est un acte. Et il m'a semblé que c'était un voyage tout à fait équivalent, mais mis en acte avec une femme qui réfléchit en même temps. Oui, moi je vous suis assez dans ce que vous dites. Ce que nous proposons ce soir, ce sont des variations finalement. Ce sont des variations. Ce n'est pas une vérité, c'est simplement des variations sur le psychisme d'une personne vieillissante qui obligatoirement, que ce soit sur le plan psychosomatique comme sur le plan psychique, est sujet, comme l'adolescent, à des remaniements. Et dans ces remaniements, eh bien, surgit toujours l'enfant. Mais, si vous voulez, c'est comme vous avez des enfants qui ont besoin petits d'un compagnon imaginaire, hein, ou vous avez des enfants qui ont besoin d'un ange gardien, si vous voulez, pour de vrai, hein, et d'autres qui n'ont pas besoin, parce qu'ils ont intériorisé, ils ont psychisé l'enfant et l'infantile. Hein. Ça dépend de la qualité, si vous voulez, de l'organisation psychique de tout un chacun, et plus on a eu une enfance sans trop de difficultés, ben à ce moment-là, plus, bien sûr, on n'a pas besoin de ces représentations et de ces figurations. Mais dans la mesure où vous avez eu une enfance un peu abîmée, eh bien, on a recours à des figurations, à une matérialisation, si vous voulez, comme dans ce texte, hein, par exemple, qui est une matérialisation de l'enfant, dans la mesure où cet enfant abîmé est obligé d'être, on habille cet enfant abîmé de figures, d'une figuration, dans la mesure où ce sont des souvenirs qui n'ont pas pu être intégrés et élaborés psychiquement. Donc le problème, c'est comment on peut vivre avec ces parties de soi qui ne sont pas intégrées, mais qui sont là, hein, et qui sont réveillées, je dirais, à chaque moment critique de la vie. Ça peut être un divorce, une séparation, un vieillissement, je dirais l'adolescence, hein, puisque la vie est faite de crises successives. C'est un tout petit peu ça qu'on a voulu montrer. Et que, à ce moment-là, à certains moments de la vie, on a besoin de l'anonyme pour vérifier que ce qu'on vit, c'est vrai. C'est pas croyable, c'est pas élaborable, et on ne peut pas l'oublier. C'est inoubliable, pas élaborable et pas croyable. Donc on a besoin d'un tiers anonyme. Hein, et je remarquais ces dernières années, vous avez beaucoup d'auteurs, de romanciers par exemple, qui, à partir de 70 ans, se mettent à écrire leur vie, avec des détails d'une vie assez sordide, assez difficile, qu'ils ont vécu, alors que tout cela n'était pas dans leur roman. Hein. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qu'on voit beaucoup. Hein. Donc, je ne crois pas que ça leur soit utile sur le plan de guérir des blessures de l'enfance, mais ça leur permet de modifier grâce à la publication et grâce à l'anonyme qui va adhérer au récit et qui va le rendre croyable et vrai. Je voudrais réagir dans un tout autre registre. Je voudrais réagir au choix des textes qui ont été lus et dire mon impression alors que je n'ai pas lu le livre. Ce que les textes que vous avez lus me font comprendre, c'est combien cette petite fille était à la fois ignorante et savante. Et elle comprenait beaucoup de choses et en même temps, elle ne savait pas qu'elle comprenait. Et il me semble que c'est emblématique de toute situation d'enfant, que les enfants sont à la fois très intelligents et ignorants. Et ça m'a beaucoup touchée. Et je n'ai pas lu votre livre, Anne-Marie, encore. Mais le choix des textes m'a beaucoup intriguée.
Parce que, dans le fond, les textes que vous avez choisis ne disent rien de la vieillesse. La vieillesse me paraît une question que vous posez hors du texte. Et moi, hors du texte. Et dans le texte, mais... C'est le contexte. J'ai pas entendu, Anne-Marie. C'est le contexte. C'est le contexte. Alors, peut-être que je vais vous rejoindre, je ne sais pas trop. Je me disais que le souvenir figé, moi, je ne suis pas du tout dans l'histoire de la vieillesse, etc. Ce qui m'a beaucoup touchée et que j'ai même admiré, on pourrait dire, c'est votre écriture. Enfin, vraiment, c'est incroyable, cette écriture. Et il me semble que c'est ça qui fait... Alors, d'une part, je voulais dire, le souvenir figé, en tant que figé, il a à voir quelque chose avec l'écrit, avec le fait qu'on va lui donner une forme dans l'écriture. Et ce que j'avais aussi envie d'ajouter, c'est le fait que par l'écriture et ce qu'elle porte et ce qu'elle, au fond, l'appel qu'elle a aussi à l'autre, elle vous sort de la solitude. Et il me semble que c'est ça la chose la plus importante. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de lien qui est compris dans le fait d'écrire, enfin, voilà, et qui va, d'une certaine manière, qui vous relie, et que, par le fait que vous avez trouvé à donner une forme qui touche tout le monde. Voilà. Enfin, c'est très mal dit, je m'en excuse, mais... Non, tu introduis fort justement la question de l'écriture. La question de l'écriture, c'est quand même... l'écriture combat l'image, mais elle devient elle-même un leurre et une image. Et derrière, dans l'écriture, il y a l'objet primaire, il y a la mère, et l'absence. Et l'autre chose que tu abordes, c'est finalement, j'ai une citation de Paul Auster qui dit « Un livre seul est le seul lieu au monde où deux étrangers peuvent se rencontrer de façon intime. » Ces deux étrangers peuvent se rencontrer de façon intime. Et je crois que c'est ça, la recherche dans l'écriture. La recherche de ces auteurs qui, à un certain âge de leur vie, se mettent à écrire leur enfance. Alors, c'est clivé, ce que tu proposes. C'est-à-dire que c'est la petite fille et la jeune fille qui lit le texte de la vieille dame. C'est clivé. C'est clivé, c'est-à-dire que ce texte n'appartient plus à la personne qui l'a écrit. Parce que c'est un texte qui n'est pas élaborable, qui n'est pas croyable, qui n'est pas oubliable et qui est incasable psychiquement. Donc on le met dehors et esthétiquement, il y a quelque chose qui peut à ce moment-là fonctionner et qui, à partir de là, permet d'être moins seul dans le monde. Et c'est une des raisons de l'écriture. L'écriture, il y a de multiples choses, bien sûr. Alors, je voulais vous dire que combien tout ce travail que vous avez fait à partir du vieillissement, au fond, vous avez aussi soulevé une question tellement essentielle, quel lien on peut faire entre l'enfance et le vieillissement. Comment trouver des liens? C'est pas évident. Comment trouver des différentes liaisons entre les différentes étapes de la vie où finalement, est-ce qu'on peut se reconnaître dans les différentes étapes de la vie? On peut se questionner là-dessus. Et je trouve que votre travail, vos questions nous aident à comprendre comment les différentes étapes peuvent se retrouver, se joindre. Voilà. Oui, je suis d'accord, Cathy, avec ce que tu proposes. C'est-à-dire, je crois qu'on a besoin de cohérence et que dans les moments critiques de la vie, les moments de remaniement physique et psychique de la vie, et les moments de remaniement parce qu'il
il y a le monde autour de nous aussi, avec des événements, hein, mais aussi des événements familiaux. Il y a des tas de choses, des enfants qui grandissent, des petits-enfants, etc. Donc je crois qu'on a besoin chaque fois de trouver une certaine cohérence. Et cette cohérence, on peut la trouver dans une recherche de cet enfant perdu qui vit toujours à l'intérieur de nous. Alors c'est métaphorique ce que je dis, hein, c'est peut-être beaucoup plus compliqué que ça ne paraît, mais il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'indélébile, si vous voulez, de l'enfance. Et je dirais plus loin, de l'indélébile des premiers liens au monde. Hein. Je parlais tout à l'heure de l'ombilic du rêve, et je parlais de la marque corporelle que nous avons tous, qui est le nombril. Hein. Le nombril est quoi? C'est témoin de l'inachèvement de l'humain, mais c'est aussi témoin de la façon dont on a toujours été déçu par l'enfance, mais par l'enfance perdue. Et qu'il y a là quelque chose autour d'une marque essentielle de l'affect au corps maternel primaire que nous sommes obligés de retravailler de façon créative. Alors, les créateurs en font des tableaux, en font de la littérature, en font des romans, et nous, on en fait chacun comme on peut, des histoires de vie, hein, des sublimations, finalement. Oui, tu reparles du tableau et je reviens sur la belle image de Nathalie d'impressionnisme, hein, c'est-à-dire comme s'il y avait, je cherche le terme, microscopique et macroscopique. Hein, c'est-à-dire que dans l'enfance, on a le nez dessus et tu veux dire qu'on prend du recul et on voit un tableau. Oui, je le dis d'ailleurs. Que je sais que déjà il y a un temps passé. Mais merci Cathy, ce que je voulais dire à propos de ce qu'a dit Cathy, c'est se connaître, se reconnaître. On en avait parlé dans Les Enfants uniques, c'est ce qu'on appelle l'épiphanie. Hein, l'épiphanie dans l'Évangile, c'est le moment où les rois mages viennent reconnaître, puisqu'il a déjà été vu et connu, le bébé, viennent reconnaître et dire que c'est bien l'enfant Jésus. Et ça, c'est une épiphanie. Et je crois que ça existe dans la vie de l'être humain, cette épiphanie. Et ce que disait Cathy, c'est se reconnaître, c'est-à-dire être connu deux fois. Là, moi, je le traduirais différemment par rapport au préfixe « re ». Hein, retour, reconnaître, hein, c'est-à-dire quelque chose qui fait retour, qui est essentiel, il me semble, dans la pensée analytique. Mais je voudrais demander un tout petit peu à Thaïs, comment elle a préparé son intervention là aujourd'hui et comment elle a vécu le fait de s'approprier le texte. Alors, j'ai reçu la proposition de Anne-Marie et Rémi assez tôt dans l'année, et donc j'ai pu commencer par lire le texte. Je dirais qu'il y a eu une première lecture assez naïve et curieuse, en fait, d'un lecteur assez banal, anonyme. Et en fait, j'ai vu dans cette première lecture pas du tout comment j'allais pouvoir la lire sur scène, sur cette petite estrade, ce que Anne-Marie voulait qu'on en dise, toutes nos discussions qu'on a eues après. J'ai vraiment d'abord vu des souvenirs d'une personne qui pourrait être ma grand-mère aujourd'hui, et donc des souvenirs que j'ai parfois entendus, et c'est ce que Rémi disait très bien au début, ce sont des souvenirs très précis, mais aussi très commun à toutes ces personnes qui ont vécu la guerre. Enfin, moi, j'ai beaucoup entendu ma grand-mère en parler aussi. Donc, j'ai d'abord reconnu ça, d'ailleurs. Et ensuite, quand nous en avions parlé avec Anne-Marie et Rémi, il y a eu le choix des textes dont vous parliez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Qu'est-ce qu'on a envie de présenter pour des gens qui n'ont pas encore lu le livre? Comment parler de cet enfant sans trop en dire et sans aborder de façon très subjective cette lecture. Donc on a choisi d'un point de vue affectif pour Anne-Marie, d'un point de vue un peu plus dramaturgique et objectif de ma part, les textes suivants, qui est donc une tracée chronologique
des événements avec des choix un peu plus douloureux comme les cris des martinets ou la mise à mort du veau, et des choix un peu plus légers dans les souvenirs de ces enfants qui ont vécu la guerre mais qui étaient encore des enfants. Donc voilà, le piano, voilà, la libération de Paris. Et nous avons fait ça, ce choix ensemble, en discussion avec Anne-Marie et Rémi. Voilà. Je crois qu'il y a autre chose aussi, peut-être au niveau de la façon dont tu as dit le texte. Hein, il me semble, l'autre jour, on en parlait ensemble et je te rappelais une phrase de Louis Jouvet qui disait à ses apprentis comédiens émouvoir, d'accord, mais pas ému. Oui, c'est très juste. Oui, en fait, il y a c'est tout le défi et l'enjeu des lectures qui ne sont pas donc des textes de théâtre, puisque moi je viens du théâtre, et qui ne sont pas appris par cœur et qu'on peut déclamer. Là, l'idée, c'était pour moi d'avoir une position un peu délicate, d'être ni la petite, ni Anne-Marie, d'être dans cet entre-deux en termes d'âge, mais aussi en termes de lecture, puisque c'est un texte qui est public, mais qui est très intime tout d'abord. Donc, oui, c'est ça, émouvoir, mais pas être ému en le lisant, enfin, d'avoir un certain recul et essayer de vous transmettre, comme moi j'ai pu les lire la première, puis la seconde et toutes les autres fois, ce que cet enfant était en train de vivre, ignorante et savante à la fois, en train de voir tout un pan de l'histoire se dérouler devant ses yeux. Et quelle histoire! Donc voilà. C'est une façon finalement de déposséder de son texte à Anne-Marie. Oui. Hein, et je crois que c'est ça un des buts aussi, de déposséder de son texte Anne-Marie, de la soulager, et en même temps de l'approprier, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça appartient à tout le monde. Hein, oui. C'est-à-dire que ça permet de développer un sentiment d'apparentement au monde, d'appartenance. Hein. Chez cette petite fille qui était toute seule, eh bien là, indirectement, longtemps après, par des déplacements successifs, on peut s'approprier et déclencher sinon un sentiment d'apparentement au monde, qui me semble être important dans la mesure où nous faisons partie de la communauté humaine et que c'est important qu'on puisse y trouver chacun sa place. Totalement. Je me souviens juste très rapidement de la dernière réunion que nous avons eue, où moi je m'étais déjà entraînée à lire ce texte à haute voix, à savoir où j'allais placer mes silences. Et Rémi a proposé de ne pas lire ce texte à haute voix, puisque Anne-Marie a demandé peut-être qu'on pourrait en entendre un petit extrait. Et moi, je m'apprêtais à tout déclamer. Et Rémi a dit non, on va garder ça pour après, puisque c'est peut-être aussi le moment pour Anne-Marie d'entendre son texte d'une autre voix et d'un autre regard que le nez plongé dedans depuis un certain temps. Donc voilà, c'était aussi l'occasion pour elle d'entendre ça. Et j'avais une très grande responsabilité de lire ce texte, qui est très bien écrit, et écrit par deux grandes figures à côté de moi. Donc voilà, c'était une très belle expérience. J'étais très contente de faire ça et je vous remercie tous les deux de votre confiance. Bien, écoutez, ce qu'on a essayé, c'est de vous fournir une espèce de scénographie, autour de la mémoire, autour de vieillissement, qui est, pour terminer, je pense, qui est intimement liée à cette période que nous avons tous vécue, de confinement, qui nous a menés dans des positions de repli, mais la guerre d'Ukraine aussi, qui nous fait voir la guerre, et pas que les désastres personnels, intimes, mais aussi des désastres autres. Je crois que c'était ce qu'on voulait vous proposer, et moi j'en suis très content. Écoutez, c'est l'heure, on va vous remercier, et à d'autres fois. Il s'agissait d'Anne-Marie Merle-Béral et de Rémi Pueillelot, co-auteurs de Écrire avant la nuit, quand la personne âgée écrit sur son enfance, édition RS.
à la librairie Ombre Blanche, vendredi 14 octobre 2022. Chez cet éditeur, ils ont déjà fait paraître en 2011 Enfant unique entre isolement et solitude. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.